débrouille. Yves Cazot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Débrouille Média. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement, si jamais j'oublie quelque chose, compléter évidemment. Donc vous êtes un ingénieur de formation de haut niveau. Vous avez notamment un doctorat en informatique de l'École nationale supérieure. C'est l'École normale supérieure. L'École normale supérieure. Vous êtes aussi directeur de la transformation digitale et technologique du groupe Michelin. Tout à fait. Donc, je suis un directeur des systèmes d'information, du digital et de la data. Et donc ça fait exactement ce que vous avez décrit. Donc si j'ai bien compris, c'est que vous participez au choix des nouvelles technologies et de comment elles vont être intégrées au fonctionnement du groupe présent et futur. Tout à fait. Moi, je suis en charge de tous les systèmes informatiques et digitaux du groupe Michelin, que ce soit dans les usines, à la recherche et développement, ou tout ce qui est facturation. Donc c'est une grosse usine, l'usine informatique Michelin, c'est 5000 personnes. Okay. Et le gros sujet du moment, c'est comment on intègre l'intelligence artificielle. Alors, je dis du moment, on fait de l'IA chez Michelin depuis longtemps, mais l'IA d'aujourd'hui étant tellement plus performante, ça pose évidemment des questions de transformation, d'où le terme transformation. D'accord. Vous êtes aussi membre de l'Académie des technologies, donc qui là est une institution publique française ayant pour but de conseiller les pouvoirs publics, ainsi que d'informer le grand public autour des questions de technologie appliquées, notamment l'IA. On a un très joli motto qui est pour un progrès choisi, raisonné et partagé. L'Académie des technologies, elle est pluridisciplinaire et donc pas uniquement orientée sur la technologie, mais bien sur la société et sur comment on utilise la technologie pour le bien de tous. Donc aujourd'hui, on se voit dans le cadre d'une conférence que vous animerez demain, qui est organisée par le secteur paroissial de Beaulieu, que je remercie d'avoir rendu cette interview possible. Alors, pour commencer, est-ce qu'en tant que membre de l'Académie des technologies, comment est-ce que vous expliqueriez l'IA au grand public? Alors, l'IA, c'est une ambition qui est ancienne, quand on fait de l'informatique, de permettre à l'ordinateur de faire des choses intelligentes. Alors, ça veut dire quoi intelligente? Ça veut dire des choses pour lesquelles nous, humains, on a tendance à dire « Ah, ça c'est compliqué, il faut raisonner, donc d'abord jouer aux échecs, puis après jouer au Go, ou alors traduire un texte. » Donc tout ce qui nous semble un peu intelligent, et c'est très anthropomorphique, ça c'est le point de vue de l'humain. Il n'y a pas de définition très simple. Il y a même des gens qui ont dit en plaisantant, en fait, dès qu'on sait bien le faire, c'est plus de l'IA parce que ça n'impressionne plus personne. Dans mon smartphone, dans tous les objets du quotidien, il y a de l'IA il y a 10, 20 ans. On est tellement habitué qu'on n'y fait pas du tout attention. Là, nous, on pense ChatGPT. On pense tous les trucs nouveaux qui viennent d'arriver, parce que tout ce qui est nouveau nous fascine, et c'est normal. L'IA dans votre voiture qui règle une grande partie des fonctions de la voiture, ou nous, chez Michelin, qui va régler tous les flux, elle existe, elle fait partie du paysage. Enfin, pour revenir là sur la définition, l'IA, c'est une forme d'informatique. Ce sont ce qu'on appelle des algorithmes, des programmes pour les ordinateurs, permettant de faire des choses qui nous semblent intelligentes. Donc, on dit des fois adaptative et cognitif. L'IA qui ferait tourner une pendule, ce ne serait pas une IA, ce serait un algorithme. Et à partir du moment où il faut commencer à réfléchir, là on se dit tiens, ça c'est de l'intelligence artificielle. Mais c'est un sujet qui fait débat. Même le terme fait débat en disant finalement on ne sait pas trop ce que c'est que l'intelligence, donc ça serait quoi la version artificielle? J'aime beaucoup moi le terme de cognitif parce que ça on comprend bien, c'est tout ce qui est réfléchir sur des concepts. Vous et moi, on a une intelligence émotionnelle. On s'est rencontrés, on a une intelligence de situation. Tout ça, pour l'instant, on ne le fait pas sur la machine. Donc, il y a beaucoup de formes d'intelligence, celles qu'on met sur l'ordinateur. C'est vraiment faire des calculs, réfléchir, lire des textes, tout ce qu'on fait quand on fait des quiz, en fait, on va dire. La machine, elle sera jamais capable d'intelligence émotionnelle. La vraie intelligence émotionnelle qui vient du cœur, elle sera capable, selon moi, de l'imiter, de la rendre l'illusion quasi parfaite, ça j'y crois. Et je le vois d'ailleurs, moi personnellement, ça ne me plaît pas trop, dans les systèmes de langage comme ChatGPT par exemple, qui ont des formules de gentillesse, qui s'intéressent, qui posent des questions comme un ami, tout ça, cette dimension-là, personnellement, ça me... Les scientifiques vous donnent raison, ils disent faites attention à ne pas vous laisser embarquer, on prête plein de choses à la machine qu'elle n'a pas. Elle exécute des programmes, elle fait des fonctions de calcul sur des connaissances. Mais comme elle est éduquée avec notre langage, elle a des formules de politesse si on veut, et on peut assez rapidement lui prêter
des tas de fonctions qu'elle n'a pas. Et ce que nous enseignent les études scientifiques, c'est que ce n'est pas une bonne façon d'utiliser ChatGPT. On perd son sens critique, on se met à l'utiliser comme une boîte noire, voire comme un objet magique, et ce n'est pas la bonne façon d'utiliser l'IA. Alors on compare souvent l'IA à l'apparition d'Internet, l'électricité, l'imprimerie. Est-ce que, selon vous, l'IA est à mettre en termes de révolution? Est-ce que c'est à mettre à la même échelle que ces inventions-là? Alors, en termes de nouvelles technologies en cours de transformation, sûrement, et puis je dirais, c'est pas fini, on verra bien ce que ça donne. On peut déjà dire, oui, ça fait partie des grandes révolutions technologiques. Est-ce que je le mettrais sur le même plan? Non, parce que, et c'est très bien dit dans le texte que le Vatican a fait pareil, qui s'appelle Quo Vadis Humanitas, où vas-tu l'humanité? Attention, l'IA, c'est pas un marteau. Quand j'utilise un marteau, à la limite, je peux faire une luxation, mais je ne risque pas grand-chose. Je ne me change pas. Quand on utilise l'IA, quand on utilise les réseaux sociaux, mais pas forcément Internet. Donc, il y a d'autres formes de technologie qui nous transforment. Elles changent, et c'est neuronal, c'est-à-dire que ce n'est pas une façon de parler. Elles nous transforment profondément. Elles peuvent nous rendre paresseux, elles peuvent nous... Donc, un des membres du Collège de France, s'appelle Stanislas Dehaene, a travaillé sur les neurones de la lecture. Et on sait que la capacité de lecture... En fait, la lecture, elle nous transforme. La lecture, ce n'est pas un outil. Si vous mettez à lire, quelqu'un vous met sur un IRM sur la tête, et on va voir que vous avez développé des capacités. Si vous arrêtez de lire, elles disparaissent. Voilà. Ben, l'IA, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un outil formidable, mais c'est un outil transformant. Les gens qui se méfient un peu, comme Éric Sadin, ils parlent même d'augmentation mutilante, pour dire ça vous augmente d'un côté, mais ça vous enlève de l'autre. Et donc, ben, dans votre hygiène de vie avec l'IA, il faut garder un peu de recul, il faut garder de l'esprit critique, et puis pas non plus se laisser absorber. C'est-à-dire qu'il y a un bon équilibre à trouver. Monsieur Sadin, j'avais écouté un peu son travail, et il parlait du rapport à l'altérité, justement, quand on parle à un humain, il y a justement, comme on disait, cette relation émotionnelle, ces réactions, cette chimie organique entre humains qu'il n'y a pas dans l'IA. Justement, il alertait aussi, encore une fois, on se répète, mais sur ce danger-là de ne pas en faire quelque chose de social. L'IA, selon moi, doit rester un outil. Ok. Vous, dans votre parcours, quand est-ce que c'est la première fois que vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle? Moi, il y a très longtemps, c'est l'avantage d'avoir des cheveux gris, c'est que j'ai commencé ma thèse en 83 et je voulais faire de l'IA. Et en 83, on me disait « Oh, l'IA, c'est un peu dangereux. » Voilà. Donc j'ai fait ma première conférence sur à quoi ressemblera le monde dans lequel les ordinateurs pensent plus vite que nous en 84, donc ça fait très longtemps. Et ce qui me fascinait, c'était le raisonnement par ordinateur. Voilà. Donc j'ai fait de l'IA, je dirais, de grand-papa, parce que maintenant, avec des règles, avec de la logique, ce qu'on appelle l'IA déductive. Et j'ai fait de la recherche pendant une quinzaine d'années, donc j'étais assez bien impliqué dans ce monde-là. Puis après, je suis devenu plutôt manager, je travaille pour Bouygues Télécom, maintenant pour Michelin. Donc je suis plutôt devenu un utilisateur de l'IA, puis l'IA a évolué, hein, c'est plus l'IA d'aujourd'hui, celle qu'on utilise sur Michelin, c'est plus celle sur laquelle on travaille il y a 40 ans, même si, en fait, les couches d'IA se superposent, elles se rajoutent. C'est pas chaque technologie qui fait table rase, c'est plutôt, on a de plus en plus d'outils et on les combine. Donc moi, j'ai évolué de quelqu'un qui faisait modestement, en tant que chercheur, un peu d'IA, à quelqu'un qui, en tant que dirigeant d'une entreprise, essaye de guider l'entreprise pour bien s'en servir, chaque fois que c'est utile, mais aussi pour éviter de faire des erreurs en l'utilisant de manière naïve ou trop rapide. La formule favorite de mon patron, Florent Ménégo, est « il faut aller vite et loin ». Vite, c'est en utilisant l'IA, et loin, c'est en n'utilisant pas l'IA. C'est en continuant à apprendre, en gardant le contrôle, en évitant la facilité. Donc c'est cet équilibre. Je n'avais pas prévu cette question, mais qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de l'IA, notamment dans la musique? Parce que là, en ce moment, il y a de nouveaux artistes qui sont totalement générés par IA. Alors certains écrivent au scandale, à l'infamie. Moi, je suis plutôt du parti que c'est comme un nouvel outil, encore une fois, et que sans justement la créativité humaine, ça sera toujours limité, vous voyez. Il faudra toujours, pour moi, un humain créatif pour se servir et créer quelque chose d'artistique. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du domaine IA et musique, mais j'ai un de mes anciens collègues chercheurs, qui est François Paichet, qui écrit beaucoup là-dessus, et qui dit à peu près la même chose que vous, en disant l'IA fabrique de manière synthétique avec des petits mèmes qui sont des choses populaires, ça ne fait pas de la musique géniale. Et n'importe quel bon musicien va dire « ah oui, ça c'est cool, ça va plaire », mais il n'y a pas le wow de la création.
Donc, on peut être un peu réservé. En revanche, la question qui est posée, qui est la raison pour laquelle ça marche, c'est que l'IA pille joyeusement 100 ans de chansons. On se dit, si l'IA s'installe commercialement et réduit le gâteau pour les vrais humains, le corpus, en 2200, il sera moins bon. Et on a le même problème en informatique. En informatique, ça marche très bien, parce que des gens comme moi ont fait de l'open source depuis 40 ans, donc en fait, une grande partie du savoir-faire logiciel, il est gratuit, disponible. Les IA en profitent et elles permettent de la complétion et de la synthèse. Il va falloir s'assurer que dans la reconnaissance des droits d'auteur, que ce soit de celui qui écrit de la musique ou pour un programmeur qui fait de l'open source, il ne veut pas être payé, mais il veut être reconnu. Que son nom. Si on oublie ça, la communauté va baisser et dans 50 ans, l'IA produira du code plus médiocre. Voilà. Donc on a quand même un problème de durabilité du modèle. Là, on emploie des fois le terme de commun, pour dire un commun, c'est un bien commun. Il y a un bien commun de l'humanité qui est notre patrimoine de musique, il y a un autre bien commun de l'humanité qui est tout ce qui a été publié en open source. Ça serait dommage que, pour faire quelques milliards de dollars vite fait, les IA pillent tout ça et nous empêchent de progresser. L'argent a-t-il une raison? Donc là, je mets un peu de contexte. Donc, je me souviens, en mars 2023, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu la vidéo générée par IA de Will Smith qui mangeait des spaghettis. Vous voyez, ça allait pas du tout parce qu'il avait 3 yeux, 4 mains, etc. Tout le monde rigolait, tout le monde disait ah bah la preuve, machin, c'est encore loin, tout ça. Là, en avril 2026, donc 3 ans après, il y a ChatGPT qui a sorti son modèle de génération d'images GPT-2. Je ne sais plus comment ça s'appelle, en tout cas le deuxième, la mise à jour. Et là, cette fois, ça a mis quand même une petite stupeur parce que sur les images, on avait presque là, même les jeunes qui arrivent à détecter l'IA grâce à leurs yeux bioniques de jeunes, ils commencent à douter. Donc ma question, c'est à l'heure actuelle, là, donc on est en avril 2026, où est-ce qu'on en est des projets de l'IA? Est-ce que selon vous, c'est le début? Est-ce qu'il y a déjà une limite que vous apercevez? Alors ça, c'est fascinant comme question. Parce que ça fait beaucoup de débats. Donc, je pense pas je pense que c'est que le début, mais par contre, je ne sais pas sur quelle échelle de temps. Alors, pourquoi je dis que c'est un débat fascinant, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui nous prédisent qu'on est en pleine explosion et que dans 3 ou 4 ans, on a l'IA générale qui va tout faire. Et puis, on a beaucoup de gens que je respecte beaucoup en disant, vous avez raison, on va vers ça, mais peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, enfin, on n'est pas sûr. Donc, mon intuition, c'est que, alors qu'on avait prédit, il y a 2 ans, que là, il y avait une bulle, enfin une accélération forte, mais qu'avec les méthodes d'aujourd'hui, ça allait se calmer, ça ne s'est pas beaucoup calmé quand même, ça a fait des grands progrès. Voilà, donc c'est très compliqué. Voilà, moi, mon intuition, et c'est ce que je vais dire demain, et c'est aussi ce que j'écris quand j'écris des articles, je dis voilà, l'intelligence cognitive, elle est là, et ce qui ne marche pas très bien marchera bien dans 1 an ou 2. Donc, et ça va transformer le monde. C'est-à-dire qu'à tout moment, on a un assistant qui peut répondre à toutes nos questions, même des questions intelligentes. En revanche, et c'était le début de notre conversation, l'IA générale, celle qui a une forme d'intelligence situationnelle, de compréhension, ça me semble compliqué pour l'instant. Yann Lequin, qui est un des grands spécialistes mondiaux et le français le plus connu en IA, il faut un modèle du monde, il faut d'autres formes d'IA. C'est-à-dire que le large language model, les outils qu'on a aujourd'hui ne sont pas capables de percevoir justement le monde intelligemment, donc ils vont se tromper, ils n'ont pas une véritable forme d'intelligence générale. Et alors ça fait tout à fait débat, mais il se trouve que je suis d'accord avec Yann Lequin. Voilà. Modestement, je suis d'accord avec Yann Lequin, et donc je pense qu'il y a encore des grandes découvertes à faire devant nous, avant qu'une partie des prophéties un peu spectaculaires se réalisent. Oui. Oui, parce que l'IA ne pourra jamais, en tout cas pour l'instant, lire le monde à travers le prisme organique. Ce sera limité à être sous l'eau, dans un disque dur. Quels sont les impacts ou les changements que l'IA a ou aura sur nos vies quotidiennes, selon vous? Alors, ce qui est amusant, c'est que je pourrais dire, en fait, on le sait tous, et ce qui va changer dans 2-3 ans, c'est pas facile à prévoir. Alors, on a maintenant sur nos smartphones, avec les applications de son choix, un petit compagnon capable de répondre à
quasiment toutes les questions, et ça de plus en plus, donc ça arrive. Vous avez remarqué, si vous en servez souvent, que ce n'est pas encore très bien intégré. Si on utilise Siri, ça ne marche pas très bien, si on est dans la voiture. Mais ça va être réglé. Donc, on va vivre en symbiose avec des assistants cognitifs qui répondent à nos questions. Et c'est quand même une très grande transformation, et c'est le début. C'est-à-dire, évidemment, pour des gens comme moi qui ont 60 ans, ça sera une petite parenthèse ou addendum, mais pour les enfants, pour les petits-enfants, c'est un nouveau monde, ils vont vivre, ils seront donc différents. Voilà. Donc, après, la deuxième étape, ça sera celle où on a des robots qui ont cette intelligence de situation, qui ont les fameux modèles du monde, les world models dont parle américain. Je ne sais pas vous dire, j'ai pas de boule de cristal. Il y a plein de raisons pour te dire, c'est quand même pas tout de suite. Mais parce que vous avez tous vu, là je m'adresse sur YouTube, les vidéos des robots chinois en train de faire des arts martiaux, de la danse. En fait, ils sont en train de répéter des choses. Alors, ils sont très agiles, etc. Mais quand on les utilise pour plier du linge, aider des gens en situation de dépendance, ça marche pas encore très bien. Donc, il y a des choses qui sont plus complexes. Ce qu'on a appris dans les 20 dernières années, parce que tout le monde a fait des prévisions, et on se trompe tous, donc moi aussi, c'est que des choses qui semblaient très faciles, en fait, restent difficiles. Et puis des choses comme jouer au Go, dont on aurait eu l'interview il y a 20 ans, j'aurais dit, bon, il y a quand même des activités intellectuelles, le Go, c'est tellement complexe, ça reste... Bon, ben voilà, le Go, l'ordinateur, il joue très très bien. En termes, donc on va continuer sur les impacts. Moi, par exemple, je me sers de Claude, Anthropic, comme je pense beaucoup de gens qui s'y intéressent. Donc Claude, maintenant, il peut coder. Je suis en train de faire un site internet, ça m'a pris 2 heures. Bon, c'est que le début, mais en 2 heures, j'avais déjà tout le code, quoi. Alors que j'ai jamais appris à coder. Il peut démarcher des clients, faire par mail, par exemple. Il peut synthétiser des textes, il peut faire de la comptabilité. Est-ce que les entreprises qui se doivent d'être compétitives entre elles sont obligées de se lancer dans l'IA? Alors, oui. Je vais commencer par la réponse simple, qui est oui. C'est tellement important ce dont vous faites l'expérience, et dont je fais l'expérience aussi avec Claude Code ou avec Codex ou d'autres applications. On ne peut pas vivre sans. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un grand monsieur du génie logiciel, disant ces outils-là, c'est l'accès à tout moment de manière instantanée et facile à l'état de l'art de ce qui a déjà été fait de manière fiable et répétée. Donc, c'est pas tout, c'est ce qu'on disait avant, mais quand même, ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Et donc maintenant, dans une entreprise, la question, c'est à quelle échelle l'utiliser. Parce que l'utiliser de manière individuelle, comme vous et moi, c'est facile, il faut un peu de courage pour s'y mettre, c'est un peu évident, puis après, dès qu'on a pris le cours, on se dit, j'aurais dû commencer plus tôt. Et donc, moi, en tant que manager, mon objectif chez Michelin, c'est de pousser les gens à franchir ce premier pas. Parce que individuellement, finalement, chacun apprend son rythme, utilise ses propres exemples. Après, en tant qu'équipe, il faut se synchroniser. Donc là, il y a besoin d'un peu plus de discipline, de framework. Et puis, à grande échelle, pour les grands process de l'entreprise, on se rend compte que c'est plus complexe. Et il y a eu une étude d'Anthropic, justement, qui est le fabricant de Claude, qui dit on ne comprend pas trop, parce que maintenant, nos modèles sont super performants, donc ils ont fait une espèce de rosace de performance, en disant les entreprises n'utilisent qu'un petit bout. C'est parce que l'utiliser à l'échelle, ça prend un peu de temps, il faut de l'accompagnement, il faut de l'organisation, et ça fait partie de choses que je dirai demain pendant la conférence, qui est, je crois que c'est une grande révolution. Moi, je suis assez, par rapport à Eric Sadin, dont je comprends très bien les interrogations, je ne suis pas naïf, mais je suis plus positif. En revanche, je pense que cette transformation, elle prend du temps. Ce n'est pas une transformation. Quand j'entends, dans 18 mois, la moitié des jobs auront disparu, c'est juste n'importe quoi, ou à partir de fin 2026, plus personne ne codera. Non, parce que moi aussi, quand je dois faire un site web ou une application pour explorer, je peux faire en quelques heures quelque chose qui m'aurait pris un mois avant. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais il y a des fonctions informatiques complexes qui se font avec beaucoup de gens, qui posent des problèmes d'échelle et de cohérence pour lesquels, aujourd'hui, peut-être que demain sera différent, c'est mieux de le faire avec un humain. Un humain et de l'IA, bien sûr, en binôme, mais pas l'IA toute seule. Voilà, donc, dans l'entreprise, l'enjeu, c'est de donner envie, de rassurer, mais aussi de prendre le temps. En disant, c'est pas un sprint, c'est une transformation sur le long terme.
J'avais vu dans le domaine des jeux vidéo, il y a une petite année, il me semble, il y a beaucoup de boîtes qui avaient licencié, les studios de développement de jeux vidéo, qui avaient licencié plein de monde en se disant « Ah ben on va les remplacer avec l'IA ». Et puis là, 1 an plus tard, en fait, ils sont obligés de re-embaucher parce que ils se rendent compte que c'était pas un pari, ils ont trop sprinté. Oui. Oui, oui. Est-ce que il y a une concurrence entre l'homme et la machine, notamment sur les emplois? Alors ça, c'est une super question, et même si je n'ai pas de boule de cristal, j'ai un début de réponse. En fait, quand on a dans l'entreprise, rend service, fournit quelque chose, il y a deux façons, il y a deux cas de figure. Soit, en fait, on rend le service et il est bien rendu, il n'y a plus rien à faire, ou alors on le rend, mais en anglais on appelle ça underserved, sous-service. En fait, on pourrait faire mieux. Si ce qu'on fait c'est très bien et que l'IA arrive et permet d'aller 3 fois plus vite, on ne va pas faire 3 fois plus de trucs puisqu'on fait bien ce qu'il y avait à faire. Et donc, on va employer 3 fois moins de personnes. Donc, il y a une partie où l'IA amène de l'automatisation qui amène la réduction d'emploi. Et on le voit, alors ça, c'est pas depuis 3 ans, c'est depuis toujours. À l'inverse, et là, on a plein de surprises, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, en fait, pas servies à la hauteur du besoin. Je vais prendre 2 exemples, dont un qui est contre-intuitif. Quand ChatGPT est arrivé, les gens disent, en fait, pour les assistants juridiques, il n'y a plus besoin d'eux, puisque ChatGPT le fait très bien. C'est pas ce qu'a montré l'histoire, puisque depuis 2 ans, le nombre d'embauches est flat, il n'a pas baissé. On n'embauche que des gens qui font de l'IA. Si vous ne savez pas utiliser l'IA, vous n'avez pas de job. Et alors pourquoi? C'est qu'en fait, quand il y a un procès, il y a ce qu'on appelle le discovery, aux États-Unis, la recherche. Et là, le besoin, il n'est jamais servi. C'est-à-dire qu'en fait, si, grâce à un outil, vous pouvez trouver 3 fois plus de choses, on va trouver 3 fois plus de choses. Face à la partie adverse dans le procès, on sera très content. C'est un peu pareil pour l'informatique dans les entreprises. C'est-à-dire que moi, je vois bien, pour Michelin, mais pour d'autres entreprises que je connais, si demain, je peux aller 20, 30, 40% plus vite, on va me dire, ça tombe bien, on va faire 40% d'économie. On va me dire, depuis 10 ans, on ne fait pas toutes les choses qu'on devrait faire. On a un backlog, désolé pour l'anglicisme, c'est-à-dire un paquet de trucs en retard. Grâce à l'IA, on va accélérer. Est-ce que c'est vrai, ce que je dis à 40 ans? Je ne sais pas. Je ne serai plus là, je n'ai pas de boule de cristal. Mais par contre, à 5 ans, c'est probablement vrai. Et cette idée, parce que c'est la grande question, est-ce que l'IA nous augmente ou nous remplace? C'est les deux. Il y a quelques jobs où on va être remplacé, et il y a pas mal de jobs où on va être augmenté. Ce qu'il faut espérer, c'est que voilà, ça s'équilibre raisonnablement, et puis que les jobs augmentés sont plus intéressants. Nous, c'est ce qu'on voit dans les usines. Pour donner un exemple Michelin qui est... Tout pneu Michelin, il est inspecté à la fin. Il est inspecté plein de fois. À la fin, il est inspecté pour vérifier qu'il y a 0 trace de petits problèmes. C'était fait entièrement à la main. Donc le pneu passe, c'est un job extrêmement fastidieux. Maintenant, on le passe dans une cabine, il y a 80 caméras, 20 caméras 2D, le reste en 3D, le reste en 2D. C'est tout fait par de l'IA, sauf que l'IA n'est pas parfaite. Donc l'IA fait 90% du boulot, appelle l'opérateur dès que le pneu, il y a un petit doute. Le travail de l'opérateur est devenu beaucoup plus intéressant. C'est le Sherlock Holmes du bug du pneu, c'est plus le travail absolument laborieux. Donc ça, c'est un bon exemple, parce qu'on a toujours besoin d'humains. On a des jobs qui sont plus intéressants. Et est-ce que vous avez toujours besoin d'autant d'opérateurs? Non, mais on avait besoin d'opérateurs pour faire d'autres choses. Donc on était dans le cas sous-service, on était dans le cas où en fait les marges nous permettent d'avoir une force de... Parce qu'une usine Michelin, c'est tout à fait étonnant, c'est entièrement automatisé, il y a des humains partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire un pneu, c'est difficile. Ça, on ne réalise pas quand le pneu est cuit, là, ça a l'air tout simple. En fait, le pneu, c'est un objet complexe et sa fabrication est sophistiquée. Il y a beaucoup de gens. Et si on arrive à réduire les tâches simples automatisables, on a plein d'autres choses à faire pour faire des meilleurs pneus ou pour être plus agile, pour aller plus vite. Donc, dans notre monde à nous, on voit l'IA comme un accélérateur pour gérer la complexité, quelque chose qui va rendre les métiers plus intéressants. Et on commençait à avoir des problèmes d'embauche. Parce que venir pendant 8 heures, juste voir des pneus, les faire tourner pour chercher les défauts, c'est pas un job très sexy. Alors que piloter un robot qui cherche et discuter avec lui, dire là, tiens, je vais regarder, ça, c'est un job qui intéresse. Donc maintenant qu'on a changé, on n'a pas de mal à recruter, alors qu'on commençait à avoir des problèmes de recrutement sur les postes d'avant qui étaient quand même plus difficiles. D'accord. Ce que j'avais vu, c'est que c'était surtout une question sur la question de est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être supprimés.
c'était surtout une question d'implantation géographique, c'est-à-dire est-ce que les ouvriers vont pouvoir se recycler dans d'autres industries qui sont autour. Et que c'était surtout les régions isolées, rurales, qui allaient avoir ce problème, et que ça avait aussi un problème de ruissellement, dans le sens où moins d'ouvriers, moins d'argent pour la commune, pour les boulangeries, etc., moins de consommation, et que du coup ça pouvait entraîner... Voilà, nous aurons ces réponses à l'avenir. Mais alors, juste pour être très transparent avec les gens qui nous écoutent, je ne sais pas. C'est bourré d'incertitudes. À la fois sur la vitesse à laquelle l'IA progresse, sur la façon dont on sait s'en servir, et puis sur la capacité à réinventer des nouvelles activités dans un monde où on est contraint aux ressources naturelles, contraint par le CO2. Voilà. On est quand même dans un monde en difficulté. Et pour faire une réponse intelligente sur à quoi va ressembler le travail dans 20 ans avec l'IA, il faut prendre beaucoup de facteurs en perspective. Voilà. Donc, c'est à nous de l'inventer, ce monde. Vous parlez d'environnement. Comment les entreprises, selon vous, peuvent conjuguer le développement de l'IA, l'intégration de toujours plus d'IA dans leur fonctionnement et les causes environnementales, notamment sur la consommation de l'eau, de l'énergie? Alors, la bonne façon de poser le problème, c'est de ne pas utiliser l'IA comme si c'était un seul truc. Il y a des usages de l'IA. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de formes d'IA. Il y a des IA qui ne consomment pas beaucoup en data center, donc en CPU, donc en eau. Et puis d'autres, au contraire, si j'invente une petite vidéo là, pour vous l'envoyer pour vous souhaiter bon anniversaire, ça fait quelques kilos de CO2. Alors que si je vous envoie un email fait par GPT, c'est quelques grammes. Donc, c'est vraiment pas les mêmes ordres de grandeur. Et pour une entreprise comme Michelin, si on utilise l'IA, par exemple, pour mieux remplir nos camions quand on fait de la logistique, on a un bilan très positif. On consomme quelques kilos de CO2 en énergie pour tourner le data center, pour faire le tourner logiciel, et on gagne quelques tonnes. Donc, il y a vraiment de la bonne IA. Et puis, il y a de l'IA très discutable. Donc, dans le cas de Michelin, ça pourrait être de faire des campagnes de vidéo marketing, de commencer à faire... Donc, nous aussi, on pourrait tout à fait utiliser l'IA de façon très discutable. Alors, l'explosion de ChatGPT et les autres, là, ça a fait quand même monter fortement la consommation des data centers, qui pour l'instant était assez... Elle augmentait doucement, mais c'était pas très très grand. C'est quelques centaines de térawattheures sur 20 000 térawattheures à l'époque. C'était pas un gros morceau. Et ce morceau augmente, est passé à 400, et puis là on dit, ça va bientôt être à 1000 si toutes les prévisions d'investissement se réalisent. Et alors, quand on pose la question, maintenant, je ne sais pas répondre, parce que je n'ai pas de boule de cristal. Si vous me dites, M. Cazot, en 2030, est-ce que tous ces gens qui ont prévu d'investir des centaines de millions de milliards de dollars, ils vont tous l'avoir fait? Ça va dépendre de ce que nous, consommateurs, nous faisons. Donc, j'arrête là, mais je voulais vraiment insister sur cette notion d'usage, et le fait que tous, on est responsables, en fait, d'être conscients, c'est-à-dire il y a des bons, des usages discutables et des bons usages. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les particuliers. Et je crois que la seule solution, c'est de monter le niveau collectif de conscience de l'impact environnemental de l'IA. D'accord, bon, on va pas tarder à finir. Je voudrais aborder la question de la responsabilité de l'entreprise dans l'utilisation de l'IA. Là, on parle par exemple d'IA qui va détecter, ajuster, corriger elle-même. Est-ce qu'il y a des décisions que vous refuseriez de confier à l'IA? Alors oui, nous, on a un code éthique chez Michelin et on prend ça très au sérieux. Donc on dit chez nous, de toute façon, tout algorithme, il a un propriétaire qui est connu et qui exerce son nom de Michelin. Donc il y a une responsabilité civile, c'est Michelin, et puis après c'est la personne. Ça ne sera jamais un algorithme. On a vu l'exemple célèbre d'Air Canada où son algo d'IA générative avait inventé des tarifs et qui a dit « Ah bah c'est pas nous, c'est l'algo ». Ça c'est pas du tout ce qu'on voit. Après, notre code éthique, il dit il y a des domaines, il y a des données auxquelles on n'est pas censé avoir accès, donc il y a ce que exige la loi et on va évidemment être compliant. Et puis il y a des domaines où d'un point de vue éthique, en termes de persuasion, manipulation, discussion, des choses qu'on ne fera pas. Donc pour s'assurer de ça, c'est en général pas le développeur tout seul qui doit décider, il doit y avoir un mécanisme, donc on a un processus de gouvernance et toute utilisation de l'IA, donc elle est entièrement cataloguée. On a une Chief AI Officer chez Michelin qui est responsable et qui rapporte au CEO de l'usage de l'IA. Et
Voilà. Je ne pense pas qu'on soit meilleur que les autres, mais par contre, on a dit, on est responsable. Et si on fait une bêtise, on le dira et on corrigera. On n'ira pas se cacher derrière nos partenaires, ou derrière la techno, ou derrière l'IA qui invente elle-même ses propres recettes. J'ai été allé à une pièce de théâtre où c'était un procès interactif, on pouvait 2-3 fois interagir. Le thème, c'était l'IA, et c'était un fabricant de voitures autonome. Et sa voiture, en voulant éviter une voiture qui arrivait en face, renverse un cycliste et le tue. Et l'enjeu du procès, c'était qui est responsable. Et ça m'avait marqué parce qu'il y avait 49% des gens présents dans la salle qui trouvaient que l'entreprise n'était pas responsable. Et ça m'avait marqué à quel point une personne sur deux, je sais pas, ils pensent que l'IA est consciente d'elle-même, qu'elle va aller en prison. Je sais plus, Donc pour conclure, j'en profite d'avoir une personne de grande expérience et avec un parcours riche comme le vôtre pour vous demander si vous ne deviez retenir qu'une seule leçon ou une règle sur votre parcours, un conseil, qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est l'importance d'expérimenter. Donc moi, je dessine Michelin, mais je continue à faire mes propres expériences avec GPT, je fais du code, pour avoir une opinion personnelle, parce que c'est très difficile, si on se contente uniquement de lire, et en particulier sur les réseaux sociaux, on est extrêmement polarisé. Donc bon, depuis toujours, je fais attention à dire je me garde du temps pour me faire ma propre expérience. Après, je lis aisément ce que pensent les autres, je n'ai pas du tout la science infuse, mais j'aime bien être ancré dans un peu de réel. Voilà. Et ça serait ça mon conseil.